Anne, je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui. Et je voulais en fait faire un entretien sur ton parcours, ce que tu proposes, ce que tu offres aux gens sur ton métier. Donc la première question, qui es-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Et en fait exactement dans ton activité professionnelle. Donc, déjà bonjour. Et je suis ravie d'être là aussi, c'est une première, donc c'est cool. Donc aujourd'hui, j'ai 3 métiers. Je suis formatrice en entreprise, en management, développement personnel, communication. Je suis coach auprès de particuliers et d'entreprises et je suis thérapeute intégratif ou psychocorporel. Et dans le cas thérapeutique, j'ai des patients individuels et j'ai monté un parcours de stage qui s'appelle La Voie du Merci pour des particuliers. Voilà. Alors, est-ce que tu peux parler un petit peu plus de La Voie du Merci? En quoi ça consiste exactement? Alors, La Voie du Merci, c'est un parcours... Donc déjà, La Voie du Merci, merci, c'est M-E-R-C-I. Donc le M pour moi, E pour émotion, R pour reliance, C pour corps et I pour intelligence. Donc c'est comment moi, je vais me déployer et explorer qui je suis à travers donc la reliance, le mental, le corporel et l'émotionnel. Et donc il y a 5 stages dans La Voie du Merci qui s'appellent Devenir soi, Oser exprimer sa vérité, être en relation, incarner sa puissance et être créateur de sa vie. Super. Donc on peut faire 1, 2, 3, 4 ou 5 stages, ils sont indépendants, mais dedans, il y a à chaque fois une structure où on apprend des concepts, une structure émotionnelle, de la créativité et du corporel à travers du massage ou de la danse. Super. Donc on peut faire un stage et ce sera toujours bénéfique, mais j'imagine que tu préconises de suivre tout le cursus. On peut faire tout le cursus, mais on peut faire un stage ou 2 ou 3 et ils se suivent, mais ils sont aussi indépendants. D'accord. Donc c'est au choix, comme chacun se sont appelés en fait. D'accord, super. Très bien. Alors moi ce qui m'intéressait parce que j'étais avant en thérapie, il y a des personnes qui cherchent en fait ce type d'aide. Quelles sont pour toi les caractéristiques d'une thérapie, les prérequis d'une thérapie réussie? Comment faire pour que ça fonctionne? Alors, plusieurs choses. 1, il faut que la personne ait envie, sinon on ne peut rien faire. Non, 2, c'est pour moi, la thérapie, c'est la relation, c'est pas les outils. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça match? Et alors, moi, j'aime à dire que si j'aime pas mes patients, je les prends pas. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est guéri. Et pour le coup, quand un patient, quand il rentre et qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et que je l'aime, et ben je le prends. Et si je sens pas ce truc-là, alors généralement, en fait, ils appellent pas, ou ils viennent pas, ou ça se passe pas, et c'est à travers ça qu'il y a quelque chose qui se passe. Et moi, j'ai pas de problème à... Enfin, justement, c'est la proximité qui fait que ça se passe bien. Après, moi, je suis psychocorporelle, donc je touche, je masse, donc j'ai en plus vraiment besoin d'une intimité, entre guillemets, mais en tout cas d'une vraie proximité. Donc, s'il n'y a pas quelque chose qui passe, ça sert à rien, quoi. D'accord, donc c'est vraiment une relation et ça dépend des deux côtés. C'est quelque chose qui se construit à 2. Ouais. Et je crois alors après, il y a des fois ça match tout de suite, hein, c'est des coups de foudre. Il y a des fois, il y a besoin que la personne elle soit rassurée, qu'on tisse ensemble une relation. Mais on voit dès le départ s'il y a ce potentiel de confiance et de relation. Et quand ça se tisse pas au bout de 3 séances, en fait, généralement, ça s'arrête, quoi. D'accord, super. Et la thérapie, en fait, celle que toi tu proposes, est-ce que ça dure... c'est quelque chose de régulier? Quelles sont les modalités? Ça dure longtemps? Ça dure quelques mois? Alors là, c'est la question piège, mais d'abord, ça dépend de l'objectif, puisque moi, je fonctionne qu'avec des objectifs. Oui. On n'est pas en psychanalyse où on va faire 10 ans, je sais pas quoi. Donc, ça veut dire que l'objectif, il y a eu, je sais pas, je me rappelle d'un patient, 3 séances, c'était terminé, parce que son objectif était atteint, terminé, quoi. Après, il y a des objectifs qui demandent plus, on va dire, je sais pas, 4 mois, 6 mois. Après, il y a des gens qui viennent depuis plus longtemps parce qu'en fait, quand ils ont fini un objectif, eh ben, il y en a un autre qui arrive et que c'est un endroit ressource pour eux et que la thérapie va durer plus longtemps. Mais à chaque fois, sur des problématiques qui émergent, différentes. Mais c'est assez court, le psychocorporel et l'intégratif, parce qu'on a des outils aujourd'hui vraiment puissants et efficaces qui font qu'en fait, il y a du mouvement. Et si, dans la vraie vie, concrètement, il n'y a pas des choses qui émergent vite, c'est que ça ne marche pas, quoi. Moi, qu'est-ce qui fait que la thérapie, elle marche?
c'est qu'il y a des choses qui changent dans la vie des gens. Oui, il y a un résultat palpable, la personne peut voilà. Observer un delta de changement, alors qu'il soit dans sa posture, dans son comportement, dans sa manière de vivre les choses, peu importe, mais que vraiment on voit un delta. Il y a des séances au bout de 3, 4 séances, 5 séances, et ah oui, là je vois qu'il y a quelque chose qui a changé. Sinon, c'est que c'est pas le bon angle, quoi. En tout cas, il y a du mouvement, c'est ça quelque part qu'on cherche le changement. Et est-ce que tu peux donner, parce que je pense que pour certaines personnes, ça peut être un peu énigmatique, la thérapie, il y a encore des idées reçues là-dessus. Quels sont les types d'objectifs qu'on peut travailler? Des exemples. J'imagine qu'on peut travailler plein de choses différentes. On peut travailler vraiment plein de choses différentes. Alors, en psychocorporel, ça va dire, je somatise beaucoup de la dépression. Ça, c'est voilà, dépression, anxiété, problème de dépendance affective. Envie de changement de boulot aussi, c'est-à-dire vraiment je suis j'ai de plus en plus de gens qui viennent suite à des burn-out et quête de je veux qu'il y ait quelque chose qui bouge mais j'ai peur et je sais pas quoi. Après ça peut être des problèmes de couple aussi. Après, c'est vraiment tout ordre, quoi. Peu importe, toute problématique dans laquelle on n'arrive pas à s'en sortir tout seul, où on tourne en rond, peut nécessiter de l'aide. Très bien, super. Un vaste programme. Ouais, tout à fait. Ma question suivante, tu me dis que c'est la relation surtout qui est importante, et en même temps, toi, sur ton site, on voit que tu as énormément d'outils différents. Est-ce que tu peux un petit peu décrire tes sources d'inspiration? Quels sont les outils que toi, tu utilises dans ton travail? Alors, j'utilise des outils comme dans la voie du merci, c'est-à-dire mental, émotionnel, corporel ou spirituel. Donc, je vais commencer par le spirituel, même si c'est pas classique. Le spirituel, c'est le niveau le plus haut, mais en fait, il y a beaucoup à travers le rituel. C'est le rituel qui, au niveau le plus haut, va vraiment permettre de transmuter les choses. Parce que c'est pas parce qu'on a tout compris, c'est même pas parce qu'on arrive à gérer émotionnellement les choses, finalement, qu'on va les régler. Et là, en allant vraiment au-dessus et en travaillant avec le rituel, c'est-à-dire en alliant la matière et l'énergétique ou le spirituel, il y a quelque chose qui marche. C'est-à-dire que la matière a besoin qu'on fasse avec elle pour que les choses, elles changent et que l'énergie qui est là, enfin, peu importe comment on l'appelle, puisse nous accompagner dans cette réalité. On aime à dire, en Kabbale, on dit qu'en fait, la matière, c'est la fiancée de Dieu. Ça veut dire que si vous voulez qu'une fiancée vous aime et la conquérir, il faut la séduire, il faut être fiable, intègre et la séduire. Et la matière est bonne et douce avec nous si on est intègre, beau, généreux avec elle et qu'on fait avec elle. La fiancée, elle n'aime pas quand on fait pas ça avec elle, quoi. Donc et le rituel, c'est une manière de l'intégrer dans notre transformation et d'allier ce machin-là qu'on ne sait pas ce que c'est, qui est ce mystère si magnifique, si compliqué parfois aussi, avec la matière. Donc ça, c'est le niveau spirituel. Après, il y a le niveau mental avec tout le travail sur les croyances et la reprogrammation des croyances. Parce qu'on dit que, donc je fais un schéma, c'est en fait, si je crois que je suis nulle, de fait, j'ai des émotions de doute et mon comportement fait que je n'y arrive pas. Si je change ma croyance et que je crois que je suis capable, de fait, j'ai des émotions de détermination. Détermination n'est pas vraiment une émotion, mais en tout cas, je suis plus positif. Et du coup, je peux agir. Donc, quand on change la croyance, on change notre comportement, mais on change aussi l'émotion. Donc là, il y a un outil que j'ai qui s'appelle Psyché, de reprogrammation des croyances, mais qui est psychocorporel. C'est-à-dire que vraiment, il ne suffit pas de faire penser magique et de le répéter 150 fois, ça ne marche pas, ça. C'est comment on crée une nouvelle connexion neuronale. C'est-à-dire, c'est comme quand, en informatique, dans un logiciel, on met un nouveau logiciel dans notre cerveau, puisque notre cerveau fonctionne comme ça. Donc, avec une technique psychocorporelle, vraiment, c'est comme si on pluguait un nouveau logiciel pour changer la croyance. Après, il y a des outils émotionnels, donc notamment l'EFT ou le MDR. Donc, l'EFT, c'est un travail de tapping, donc on travaille sur des points qui permettent de faire circuler l'émotion, puisqu'en fait, l'émotion, alors en grec, émotion, c'est émovare, c'est-à-dire énergie en mouvement. Donc une émotion, c'est juste une énergie en mouvement. Et quand on tourne en boucle sur une émotion,
par exemple la culpabilité, au hasard, une émotion très utile. Ah, ça répond, tu vois, c'est utile, la culpabilité, voilà. Donc émotion, donc ça serait bien qu'on s'en débarrasse. Et ben, la femme, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que surtout non. Toute ressemblance avec des personnages existants sur la planète sera fortuite, bien évidemment. Donc la culpabilité, c'est quelque chose qui se bloque comme n'importe quelle émotion. Et quand on tapote à des endroits particuliers, c'est comme si on refaisait circuler cette énergie. Ça donne un nouveau souffle et on peut voir les choses autrement. Et puis après, on a le corporel. Et donc le corporel, ça va être le massage entre autres, mais pas que, puisque en fait tous les autres sont déjà corporels, puisque le psyché travaille avec une technique corporelle, l'émotionnel en fait travaille avec du tapping, et le corporel, pareil, donc en massage, c'est qu'en fait ces émotions qu'on a sont stockées dans nos cellules et dans notre corps, puisque ces émotions qui n'ont pas été jusqu'au bout, on dit qu'on n'a pas fini la boucle de Gestalt, elles n'ont pas été jusqu'au bout, c'est en fait des toxines qu'on a dans le corps. Et donc, elles sont stockées dans notre corps quelque part. Et avec mes mains, je peux sentir une tension qui est généralement une émotion bloquée ou quelque chose qui s'est cristallisé. Et avec le point d'appui des mains sur le corps et la respiration, il y a quelque chose qui peut vraiment se reprogrammer cellulairement parlant dans notre matière. C'est-à-dire que là, c'est pas un massage bien-être. Sur le coup, c'est pas forcément toujours très agréable. Mais le but du jeu, ça va vraiment être de se libérer de ces toxines, ces poisons, de ces cycles non bouclés, et de retrouver de la fluidité, de la liberté dans son corps. Donc, en sandwich avec les 4, normalement, il y a des choses qui bougent. Franchement, c'est super complet ce que tu proposes, donc je crois que c'est pas possible que ça ne bouge pas, en fait. Franchement, il faut être super résistant, et pourtant, je pense qu'on peut être assez résistant. Moi, de mon expérience, ça m'arrive. Oui, mais la résistance, pour le coup, la résistance, il ne faut jamais la prendre de front. Alors moi si je dis une thérapie, enfin si dans une séance de thérapie on n'a pas rigolé, c'est que j'ai foiré mon coup, quoi. Enfin, c'est pas que je cherche à tout prix à faire rire, mais je veux dire c'est la capacité à prendre du recul par rapport à sa propre problématique. C'est-à-dire qu'on a des blessures, oui. On est tous des névrosés, oui. Bienvenue au club. Ok, d'accord. Regardons la vérité en face. Mais oui, moi aussi je suis névrosée, bah, on est tous névrosés, quoi. Après, il y a le pathologique lourd, ça c'est un autre domaine. Donc, on a des blessures, ok, mais nous ne sommes pas nos blessures. Donc, la capacité déjà de dire, ok, je souffre, c'est compliqué, c'est difficile, bien sûr c'est compliqué, c'est difficile, mais je ne suis pas ça, donc si je le regarde et que j'arrive à rire de ça, il y a déjà quelque chose qui se passe. Donc moi je taquine beaucoup mes patients, ils le savent et j'explique dans le cadre que c'est, et généralement c'est déjà suffisamment compliqué pour qu'en plus on se prenne encore plus la tête en jouant les victimes, quoi. Non, c'est ok, c'est dur. Ok, concrètement on fait quoi? Donc c'est pas pourquoi ça va pas bien, c'est comment on fait. Donc il y a de l'accueil, évidemment qu'on peut pleurer, évidemment, mais en mettant aussi de la légèreté, sinon on va pas s'en sortir, quoi. Parce que parfois, c'est vrai qu'en thérapie, je pense qu'on peut plonger assez profondément dans ce qui est difficile et ça permet de rire, c'est vraiment, ça libère. Donc ça, quand il y a en plus, c'est le moyen, moi je trouve que c'est le moyen le plus facile, en tout cas pour moi, pour contourner la résistance. Après, il y a des résistances, si on résiste, c'est qu'on a une bonne raison, hein. Donc ça veut dire qu'il faut aussi faire bouger les choses, mais dans un rythme qui soit acceptable. Donc à un moment donné, si ça dit stop, on contourne, on y va plus en douceur, on trouve un autre outil. Et en fait, comment est-ce que je prends tel outil ou tel outil? Je prends mon pendule et c'est le pendule qui le décide. Donc à partir de là, ça permet justement quel est le meilleur outil maintenant tout de suite, fort un de la problématique, deux de l'état de la personne et de mon état à moi, puisque c'est une relation. Et en faisant ça, ça permet d'être le plus optimum à un moment donné, plutôt que de vouloir absolument y aller avec la tête, puisque en fait la tête, elle sait pas, quoi. Donc c'est une méandre psychique, énergétique. Donc c'est une manière aussi de contourner les résistances. Super. J'ai plein de choses qui se passent là et plein de questions qui apparaissent. J'ai une question par rapport au spirituel. Tu nous as dit en fait de séduire la matière. C'était une belle citation. Quels sont tu peux donner un exemple d'un rituel, par exemple, qu'on peut mettre en place pour justement instaurer le changement ou mettre une nouvelle habitude en place? Alors, il y en a beaucoup, mais par exemple, il y a un rituel
lequel je vais poser. Alors, il y a un rituel qu'on appelle, celui-là il est vraiment bien, qui s'appelle le bonhomme allumette. Donc vous pouvez, si vous voulez le chercher, vous tapez bonhomme allumette sur Google. Je mettrai le lien. Voilà, donc il travaille sur les liens de dépendance qu'on a avec d'autres personnes. Et c'est machin qu'on tourne dans la tête qui fait que il m'agace, il est pénible, je le supporte pas, j'en peux plus. Ou j'ai envie de le prendre par le cou et de lui tordre le cou. Ou des deuils pas faits aussi, c'est j'ai rompu avec quelqu'un et des jours, des semaines, des mois, voire des années après, il m'obsède toujours. Donc à un moment donné, ça va. Donc le rituel, c'est donc je mets 2 bonhommes, je les entoure, je fais des lignes, je coupe avec le ciseau. Alors moi je fais en plus avec mes patients, c'est pas écrit dans le site, je fais brûler les papiers. D'accord. Et c'est super intéressant d'ailleurs parce que quand la charge est lourde, pourtant c'est 2 feuilles de papier, ça peut mettre 5 minutes à brûler. Ah oui. Alors 2 feuilles de papier, ça met pas 5 minutes à brûler, donc ça veut dire qu'il se passe des choses magiques qu'on comprend pas tout, qui montrent que... Et là ça crée des espaces aussi, par exemple, ça en est un. Et il y en a d'autres. Et puis tu as répondu à ma question sur la dépendance affective, parce que c'est quelque chose qui me fascine et moi c'est mon défi en fait du moment. D'accord. Et donc ça peut être un outil à régler ce type de problème. Est-ce qu'on a peut-être d'autres conseils? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la dépendance affective? Voilà. Parce que c'est quand même un gros sujet d'entrée. Donc en tout cas moi la manière dont je vais le poser, c'est que normalement, est-ce qu'on peut hein? Mais là il y a une personne. Et là, il y a une autre personne. Le but du jeu, dans la vie, c'est que chacun soit droit dans ses bottes et existe différencié en tant que je. C'est dans la voie du merci, c'est devenir soi, oser exprimer sa vérité. L'autre personne, elle sait qui elle est. Alors, on est en chemin et on en découvre tous les jours, mais globalement, j'ai une vraie différenciation et j'ose exprimer qui je suis, donc être claire sur mes besoins, sur ce que je veux. C'est un vaste sujet. Et la relation, c'est ce qui circule entre les deux. Qu'est-ce qui se passe dans l'indépendance affective? C'est que je vais fusionner avec l'autre. Donc, je me perds dans l'autre. Et quand l'autre s'en va ou que je m'en vais, ou j'ai laissé la moitié de moi de l'autre côté, ou je suis partie avec une partie de l'autre. C'est pas confort. Donc, le but du jeu, ça va être vraiment alors, le bonhomme allumette permet ça, mais autre chose, c'est aussi comprendre ce mécanisme qui fait que je vais pouvoir être moi. Et donc, ça c'est le stage incarner sa puissance ou être en relation, c'est comment vraiment j'ose me différencier. Et ce qui est compliqué, c'est que il y a toujours 2 angles. C'est être dans mon pouvoir et dans ma puissance et être en connexion avec l'autre. Mais si on veut tellement être dans l'amour, dans la connexion, je le fais exprès de le dire comme ça, du coup, on est dans quelque chose qui se mélange. Donc, quand je me suis mélangée, mais que je ne suis pas suffisamment claire sur mon identité et que je ne sais pas qui je suis, en fait, c'est là que je vais tomber dans la dépendance affective. Alors, ça vient de plein de raisons psychologiques dans l'enfance et tout ça, bien sûr. Mais il y a vraiment des outils, entre autres le bonhomme allumette, pour faire en sorte déjà savoir qui je suis moi. Et il n'y a rien d'égoïste ou narcissique. C'est comment être en relation si finalement je ne sais pas qui je suis moi dans mon identité. D'accord. Donc, ce que tu dis, en fait, si je résume d'une manière simple, c'est vraiment de trouver son identité, d'être ancré en soi-même, et ensuite, dans cet état-là, de chercher la relation avec l'autre, mais ne pas se perdre, ne pas y aller à... Jouer avec l'espace entre les deux. C'est ça, la relation. Mais dès que je me perds chez l'autre, en fait, il n'y a plus de relation. Dès que je vais chez l'autre, la relation n'existe plus. Et donc, c'est comment je vais danser au sens propre et au sens figuré, dans l'espace entre. Mais comme dans l'espace entre, il peut y avoir aussi du vide, ça renvoie à nos peurs du vide, nos peurs de manquer, nos abandons, nos rejets. Voilà. Oui, tout à fait, tu l'as bien résumé. Super, bon, franchement, expert. C'est l'expert qui parle. En fait, tu sais, Anne, ce qui me fascine aussi, ce sont les thérapies quantiques. Tu les utilises dans ton travail. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus ce que c'est exactement? Alors, les thérapies quantiques, donc c'est vrai que c'est à la mode, mais c'est une autre manière de parler de cette énergétique, de ce mystère, et aussi de ce spirituel, en fait, puisque je pense qu'aujourd'hui, la physique quantique et le spirituel la physique quantique est en train de démontrer des choses qui étaient de l'ordre du spirituel. Donc, ça rend scientifique et palpable
des choses qui étaient mystérieuses et qui ont été récupérées par la religion, quelle qu'elle soit. En fait, les scientifiques quantiques, en méthode quantique, donc après Einstein, ont découvert, c'est prouvé, donc ça parle que de ça en fait, que quand deux atomes, deux cellules ont été ensemble et que sont séparées, une est envoyée à un bout de la planète et l'autre à une autre, si on touche quelque chose ici, à la même seconde, au même instant, il se passe la même chose de l'autre côté. Ça veut dire que l'espace et le temps n'existent pas et qu'il n'y a pas une connexion qui va. Premier principe. Deuxième principe, on s'est rendu compte qu'un même objet pouvait être deux choses en même temps. Délire quand on y pense. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose de fixe, une particule, ou ça peut être une onde. Donc ça peut être ou fixe en matière, ou finalement une énergie qui bouge. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'observateur. C'est-à-dire que si l'observateur, le scientifique, veut voir une particule, il voit une particule. S'il veut voir une onde, il voit une onde. Ça veut dire que nous avons un pouvoir sur la matière, en fait, absolument incroyable, puisque nous pouvons, en fonction de ce que nous décidons de voir, mettre ou du mouvement ou du fixe. Toutes les thérapies quantiques, en fait, quelles qu'elles soient, il y en a plein, mais peu importe, la technique en tant que telle, le protocole, c'est justement quand on est fixé sur quelque chose qui va être une croyance, par exemple, c'est je suis dépendant affectif, ça peut même finir par être une croyance, ce truc-là. Ça veut dire que d'un seul coup, ça se fixe. Donc, je suis figé dans ce truc-là. Or, ce truc-là, en quantique, ça peut être aussi une onde qui bouge. Eh bien, on va aller chercher à travers des techniques quantiques en se branchant sur ce champ infini des possibles et ce bac à sable expérimentiel, dur à dire, quelque chose qui va défiger cet endroit-là pour qu'il remette du mouvement, de l'onde, et que finalement on se rende compte qu'il y a plein d'autres stratégies de champ des possibles par rapport à cette problématique. D'accord. Voilà. Super, donc ça donne plus de liberté et ça élargit la vision des choses un petit peu. Exact. Ça remet du mouvement, toujours pareil, moi c'est mon credo, ça remet du mouvement là où il y a quelque chose qui est figé. Alors, je ne peux pas m'empêcher, du coup, la question suivante, ce sera sur la danse. Quelle est la place de la danse dans ce que tu fais? Pour moi, c'est tout. D'abord, moi, c'est le corps, donc c'est tout à travers le corps que ça se passe. Les autres plans, mais le corps, c'est la clé. Pour moi, c'est la clé. Sinon, on se raconte beaucoup d'histoires. Alors, du coup, la danse, c'est ce qui m'apprend tous les jours, parce que c'est à chaque fois des terrains d'expérimentation, des ateliers, justement à travailler dans cet espace entre et à accueillir nos fixités du moment, parce qu'on se fige, on se défige, pour pouvoir remettre du mouvement à cet endroit-là. Et comme ce qui est en haut et ce qui est en bas, et comme ce qui est en bas, c'est ça toute la spiritualité et la matière, si je suis figé dans ma tête et que je tourne en rond, c'est que je suis figé dans mon corps. Si je suis figé dans mon corps, c'est que je suis figé dans ma tête. Mais sauf qu'on a du coup deux axes possibles. Je peux m'ouvrir l'esprit en faisant de la méditation, en travaillant sur des choses, ce qui va peut-être relaxer mon corps. Je peux aussi détendre mon corps, ce qui va relâcher ma tête. Maintenant, moi, je suis plutôt stratégie karatéka. C'est-à-dire que si on peut prendre les choses des deux côtés, on a potentiellement, stratégiquement, plus de possibilités de faire en sorte de créer du mouvement. Donc, je ne crois pas au « ou », moi. Je ne crois pas à une technique qui marche. Je crois au « et », c'est-à-dire que c'est l'alliance de ça, et ça, et ça, et ça. Parce qu'on est multi. Et se cantonner à un, c'est nous scléroser dans quelque chose alors que nous sommes beaucoup plus vastes. Donc la danse, c'est mon vecteur, et je peux entendre qu'il y en a d'autres, parle vraiment de ce mouvement du corps et aussi de la conscience, parce que, alors moi je fais la danse des 5 rythmes, mais en stage de la voix du merci, alors c'est un mix, 5 rythmes, biodanza, enfin j'ai fait à ma sauce, c'est comment je vais mettre de la présence et de la conscience dans mon corps et dans mon mouvement pour faire circuler l'émotion que je vis, tout en étant en reliance et en rituel avec le collectif. Attends, il faudra que ça descende parce que c'est... Moi, je vais réécouter, Bref, il y a tout, quoi. Il y a le corps à travers la danse, il y a la concentration de mon mental sur mon geste, il y a me laisser traverser par l'émotion du moment dans la danse, et le fait qu'on soit ensemble
parce que je crois beaucoup à la force du collectif. Moi, je crois que sur cette planète, fort de ce qui se passe, on n'y arrivera pas tout seul. Et que c'est la force d'être ensemble qui fait qu'on va pouvoir traverser et, moi, je dis, ensemencer le nouveau monde. Le fait de danser ensemble à travers des rituels et des protocoles fait qu'il y a l'endroit où moi, je vais être figée dans mon émotion à un moment donné et que même je vais pas pouvoir arriver à danser ou je vais pas arriver à danser. Je vais m'appuyer sur ce qui va se passer dans le collectif pour traverser l'endroit où je suis bloquée. En étant un peu plus détaillé. Mais c'est à expérimenter. Tout à fait. Et c'est vrai que je trouve que la force des stages, c'est aussi qu'il y a quelque chose de plus de collectif qui se crée et on est porté en fait par cette énergie. C'est différent du travail individuel. Ouais, c'est deux choses différentes, c'est complémentaire, mais je crois qu'aujourd'hui on ne pourra pas y arriver tout seul. Super. 2 questions encore. La question sur la chromothérapie, qu'est-ce que c'est et comment tu l'utilises? C'est un des outils, parce que la couleur c'est une vibration. Donc, quand on écoute des notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est une vibration, ça se voit scientifiquement parlant. La couleur c'est comme une vibration, c'est une longueur d'onde différente. Donc la chromothérapie vient travailler comme un laser. Mais sauf il n'y a pas de sang, ça n'ouvre pas le corps, mais vient vraiment comme un laser enlever les figements par la vibration de la couleur. Et est-ce que tu peux donner un exemple en fait? Est-ce que chaque couleur a des qualités particulières ou... Ça va se retrouver avec la grille, le rouge va avoir, ça va travailler sur l'ancrage, on se retrouve en gros sur la grille des chakras aussi, enfin chaque couleur. Le rouge, c'est l'ancrage, le orange, c'est plus la créativité, la joie, le jaune, c'est son pouvoir personnel et ses émotions, le vert, c'est plus des émotions de l'ordre de l'amour, du cœur, etc., etc. Mais à un moment donné, en chromothérapie aussi, peu importe, c'est une énergie, et si on ne comprend pas tout, c'est bien aussi. Oui, tout à fait. Oui. J'ai compris. Désolée. Non, tu as raison, complètement. Ok, super. Je pense que une belle question pour finir, ce serait comment cultiver la gratitude, parce que ta voix, en fait, c'est pas par hasard que tu l'as nommée merci. Est-ce que c'est en lien avec la gratitude ou... Alors, oui et non. Oui et non. Puisque c'est pas la voix du merci, et je parle pas du merci en tant que dire merci, puisque M-E-R-C-I parle d'eux, mais en même temps, effectivement, il y a ce double sens. Et en fait, la gratitude, c'est une émotion sur l'échelle des émotions qui est vibratoirement haute. Et c'est notre capacité de nous laisser toucher par ce qui est. Et donc, d'être reconnaissant de la beauté du monde qui est là. Mais c'est une capacité dans la gratitude à se laisser toucher. Donc, ça demande vraiment d'être humble, d'être sensible et d'être vulnérable, ce qui n'a pas encore très bonne presse, même si ça change un peu dans certains milieux en tout cas. Parce que pour être en gratitude, faut se laisser toucher par ce qui est, parce qu'on peut être dans les embouteillages et pas se rendre compte qu'il y a un magnifique coucher de soleil parce qu'on est juste pressé de rentrer chez soi. Donc, est-ce que en même temps que je suis dans mes galères, parce que oui, il y en a, comment est-ce que je me laisse aussi toucher par ce qu'il y a autour? Donc, comment j'observe, comment je peux regarder, comment je peux me laisser toucher pour regarder ce beau. Donc, c'est une posture de vie, en fait. Et à un moment donné, c'est vrai que c'est d'être capable de voir ça. Et la gratitude, c'est ça. Et quand on est capable de voir le beau, ça met en joie. Et quand on est joyeux, ça donne envie de partager, parce que la joie tout seul, c'est moins joyeux. Oui. Je râle un moment de rire toute seule. Ou alors, il faut jouer un film, ou que je sois en relation avec quelque chose d'autre. Oui, on a envie d'explorer, de partager, d'être en lien. C'est ça, donc la gratitude emmène à cette joie, qui emmène à ce partage, qui emmène à ce ensemble qui, pour moi, me paraît si important aujourd'hui, d'autant plus que notre monde, avec nos objets technologiques, et on est là, mais peu importe, c'est aussi un outil, on crée du lien, c'est le lien qui nous nourrit. C'est magnifique tout ça, merci beaucoup pour ton temps, c'est vraiment un plaisir et je mettrai les liens parce qu'il y a plein d'informations, je pense, nouvelles, il y a plein Après sur mon site, il y a aussi plein de liens
de tous ces outils en question, pour info. Je mettrai tout en bas de la vidéo. Merci, t'es un cœur. Voilà. Comme ça, ceux qui souhaitent te retrouver, te voir en personne, ils pourront te trouver facilement, sans aucun problème. Voilà, vraiment, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup et je te dis à très bientôt. Très bientôt, où que ce soit, sur le Dance Floor ou ailleurs. Exactement. Merci.